20h sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise. Bonsoir à tous. Vous êtes bien dans notre émission hebdomadaire 8 mois vers le bien-être. En particulier, vous êtes dans la 3e session du 3e mois vers le bien-être, où nous avons pour thème tout ce mois-ci le choix des bonnes graisses. Nous avons déjà eu 2 séances. Nous avons eu de nombreuses questions. Nous avons essayé de répondre à vos questions. Et le site 8 mois vers le bien-être@gmail.com est à votre disposition. Ce soir, vous pouvez vous poser vos questions et nous allons essayer d'y répondre avec Rosie. Je voudrais vous rappeler le livret du participant. Beaucoup d'entre vous, semble-t-il, n'ont pas encore tout à fait le livre 8 mois vers le bien-être, le livret du participant. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas, à vous le procurer. Et surtout, lorsque vous avez vu l'émission ou revu certaines choses, n'oubliez pas qu'il faut cliquer sur le like, il faut liker si ça vous a plu et nous faire savoir que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Nous avons aussi des petits films vidéo qui accompagnent nos démonstrations qui pourront être revus après par la suite sur le site de la FACSA Santé. Mais pour ce soir, nous allons voir avec Rosie, est-ce qu'il y a des mauvaises graisses? Et donc, Rosie est diététicienne. Vous l'avez aperçue les précédentes fois. Elle a répondu certaines fois à certaines questions, mais ce soir, je vous la présente. C'est une diététicienne et je lui cède la parole sur le sujet qu'elle nous a préparé avec beaucoup d'attention. À toi, Rosie. Merci, Dr. Sablier. Je me présente Élise Zénon, diététicienne en effet. Et aujourd'hui, nous voici à la 3e séance ayant pour thème les lipides sur notre parcours des 8 mois vers le bien-être. Et je vais vous parler particulièrement des mauvaises graisses. L'expression mauvaise veut exprimer le fait que dans certaines conditions, les graisses alimentaires peuvent nuire à la santé. Et mon objectif en ce moment est de vous aider à reconnaître les mauvaises graisses alimentaires pour que vous sachiez mieux contrôler leur consommation par rapport à leur qualité et par rapport à leur quantité. Vous avez sûrement déjà entendu dire que plus on va manger des graisses et plus cela va boucher les artères. Et c'est ainsi en fait que l'on attrape les maladies cardiovasculaires. Il s'agit d'une théorie scientifique développée pendant les années 1960 que l'on appelle la théorie lipidique. Selon cette théorie, ce seraient les graisses saturées et le cholestérol qui boucheraient les artères. À la même époque, des scientifiques ont développé un autre modèle face à la théorie lipidique. C'est la théorie glucidique, c'est-à-dire les sucres, en liaison avec les sucres. Selon cette théorie, ce sont les surconsommations glucidiques qui expliqueraient les maladies métaboliques de civilisation, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer ou le diabète de type 2. Dans la théorie glucidique, on fait la différence
entre la consommation de graisses alimentaires et la consommation de graisses produites par l'organisme. Les excès de glucides provenant de l'alimentation sont transformés en matière grasse et c'est cette matière grasse qui va être produite par le corps qui va être dangereuse. Revenons sur la première théorie, la théorie lipidique. Dans cette théorie, nous assistons en fait à la diabolisation des graisses qui nous font penser que les graisses sont néfastes. Et en conséquence, cela nous fait oublier que les graisses sont essentielles. Je rappelle un petit peu les fonctions des graisses. Les graisses sont des composants de la structure de chacun de nos cellules et elles les protègent. Elles permettent aussi de réguler le système immunitaire, de réguler la circulation sanguine, de réguler aussi le système d'inflammation. Elle nous permet aussi de gérer notre humeur, surtout cela nous donne la bonne humeur. Sans oublier que le fait de suivre un mode alimentaire pauvre en graisse favorise l'effet yo-yo, c'est-à-dire qu'il va avoir une reprise de poids perdue et on va reprendre bien au-delà quelques mois après, ce qui montre en effet l'inefficacité d'un régime pauvre en graisse. Un deuxième rappel, il y a 6 catégories de graisses: les trans, les saturés, les monoinsaturés, les polyinsaturés, le cholestérol, les phospholipides. Les vrais problèmes dans notre alimentation aujourd'hui au niveau des graisses alimentaires, ce sont 2 choses. D'une part, la consommation de graisses trans, c'est pour cela que c'est noté en rouge. Puis, on sait aujourd'hui que grâce aux résultats des recherches scientifiques, que les graisses trans sont très mauvaises pour la santé. Les recommandations des programmes de santé pour la population invitent à éliminer autant que possible ces graisses de notre alimentation. Le deuxième problème est la mauvaise répartition des différentes catégories de graisses. Parlons des graisses trans. On sait aujourd'hui, de manière scientifique, que ce sont elles qui sont vraiment nocives pour notre organisme. Sachez que les graisses trans sont produites de 2 manières. Soit par la digestion des ruminants, donc les ruminants vont produire des graisses trans à cause de leur digestion, surtout lorsqu'ils sont nourris avec des céréales. C'est pour cela que l'on retrouve des graisses trans dans les produits laitiers et dans les viandes. Soit artificiellement, c'est-à-dire par la technique de l'hydrogénation partielle. C'est un processus qui consiste à chauffer à haute température entre 200 et 250 degrés les graisses végétales pour les rendre stables, pour les rendre solides et aussi obtenir de longues durées de conservation. Les industries alimentaires utilisent très souvent ces graisses trans parce qu'elles ne coûtent pas cher. Alors, apparemment, il y a eu une rupture de connexion du côté de notre présentatrice. Et en effet, elle était en train de nous dire que ces graisses trans étaient les plus nocives
Et en effet, il sera important de regarder sur les étiquettes. Et vous voyez que sur la photo, la diapositive qu'elle nous présente, à côté des graisses saturées, il y a marqué en jaune les trans fats, les graisses trans. Ce sont des graisses, ce sont celles qui sont les plus nocives et ces graisses sont des graisses hydrogénées qui ont été chauffées et donc qui sont de mauvaise qualité et qui vont justement être ces graisses qui vont encrasser les artères. Ces graisses, en effet, sont des graisses qui sont moins chères, qui sont faciles à utiliser et que l'on utilise beaucoup dans la viennoiserie, les pâtisseries. Et elle était en train de nous dire qu'il y avait pas mal de graisses trans dans certains produits laitiers et pour lesquels il nous faut faire attention. Alors, en attendant que la connexion soit reprise par Élise, nous allons vous passer le film. Le film devait venir après la présentation d'Élise et nous allons voir ce film maintenant et Élise prendra la suite après le film. Salutations. Suite à la séquence sauce liée aux matières grasses saturées, donc des mauvaises graisses, aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui vous permettra de faire des sauces autant que vous voulez, comme vous le voulez, avec les saveurs que vous le souhaitez. Il s'agit d'utiliser des légumes simples, surtout des légumes de couleur blanche, et aussi utiliser à volonté les aromates qui sont à votre disposition. Là, je vous présente une assiette de légumes. Je vais utiliser comme base principale des courgettes. Je vais utiliser uniquement la partie blanche des courgettes. C'est pour cela que je vais couper largement. De façon à ce qu'il ne reste aucune trace de verre sur mes courgettes. Pour ne pas gaspiller ces courgettes, parce que le verre a beaucoup d'huile essentielle et aussi de la chlorophylle, qui est très intéressant pour la vitamine D, on va l'utiliser dans une autre préparation, dans une sauce. En le mixant avec la sauce, ça pourra donner une couleur vert, phosphorescent et fluorescent qui donne une sauce très agréable. Nous allons les découper, puis les mettre dans la marmite. Voilà, en gros morceaux. Voilà. Puis on va les mettre à cuire au feu, couvert, à pression douce. Par la suite, on pourra aussi ajouter des oignons coupés en gros morceaux aussi. Des oignons. On mettra des morceaux d'ail, de l'ail. Si vous avez d'autres épices, un bouquet garni, on peut le mettre dedans. Et voilà, c'est parti. On allume. On va laisser cuire pendant 10 minutes. Et on va continuer à apprêter la sauce. Et vous allez découvrir la suite dans un moment. Ça y est, notre préparation est cuite. Il suffit de mettre une fourchette sur l'espace ou un couteau. Et une fois que la fourchette passe à travers les légumes, c'est bon. Okay? Nous avons obtenu de l'eau et des légumes blanches cuites. Donc ça va nous servir de base. Donc pour le rendre crémeux, on va tout de suite mettre de l'amande. Ça peut être aussi de la crème de cuisine. Ça peut être aussi du lait si c'est pour des jeunes enfants. Hein, c'est leur préparation lactée. Du jus de céréales, de légumes, voilà. Et je vais mixer le tout avec le mixeur plongeant. Le mixeur plongeant est plus pratique parce que ça évite de faire des transvasements de récipients
et cela permet d'aller aussi plus vite. On obtient facilement une préparation crémeuse, onctueuse. Voilà. Et plus il y a de légumes, plus votre préparation sera épaisse. Mais le but, c'est d'avoir une sauce lisse pour ne pas surcharger du former une crème, mais c'est vraiment une sauce. Regardez, c'est vraiment onctueux. Avec la cuillère, si je fais le test, vous voyez? Ok. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore terminé parce qu'elle est que blanche. Pour la rendre plus appétissante, nous allons utiliser plusieurs récipients. Une petite quantité, je transverse pour en faire 3 préparations là-dedans. La première, je la ferai à la tomate, pour avoir une sauce qui ressemble à une sauce hollandaise, à la tomate. Et je vais à nouveau mixer avec, je ne fais pas trop gros pour ne pas avoir des projections. Et je vais mixer avec le mixeur plongeant, la sauce, juste de la tomate. Je vais épicer, mettre un petit peu d'herbe de Provence, herbe de romarin, de persilla, un bouquet garni. Pour avoir de bonnes saveurs, il faut quand même exagérer sur les aromates. N'ayez pas peur d'exagérer dessus. Donc, je mélange un peu. Mixeur plongeant. Petit à coup pour démarrer. Et une fois qu'on a cela, on y va. On rappelle que c'est une sauce chaude qui accompagnera les plats chauds. Alors, regardez ce qu'on a obtenu avec la tomate, des morceaux de tomate. Voilà. Je pense que vous trouvez que c'est très appétissant. Prête à mettre sur vos haricots verts, sur vos gombo, sur vos Christophines. On va utiliser le verre des courgettes pour montrer qu'on ne jette rien. D'accord? Je vais couper en petits morceaux. Je n'ai pas salé, mais rien ne vous empêche de consommer ces sauces-là pour des préparations, pour les personnes qui ont des difficultés avec le sel, l'hypertension artérielle, parce que le goût des aromates relève les préparations. Donc pareil, j'assaisonne, je mets des aromates, j'en mets pas mal. Et là, nous allons avoir une sauce verte. Le deuxième tiers de la sauce que nous avons réalisé. Et je mixe. Ça peut être aussi du persil. Ce qui est intéressant avec le mixeur plongeant aussi, c'est qu'on peut faire des sauces onctueuses, mais avec aussi des bulles. Ce qui donne un côté traditionnel et pour certaines préparations. Voilà, nous avons la même chose verte. Pour vous permettre de bien voir. Nous allons préparer au curry, on aime bien le goût colombo. Donc pareil, on assaisonne. Souvent, c'est du massalé que j'ai retrouvé chez les Indiens. C'est déjà très épicé, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Cette fois, je vais mettre un peu de sel, parce qu'on n'a pas mis dans les autres. Voilà. Et un peu de citron. Un peu de citron. Voilà. Voilà. Un peu de bain salé. Comme vous appréciez. Et on mixe légèrement parce qu'il n'y a pas grand chose à mixer. Très joli. Voilà, ça suffit. À la betterave, un peu de sauce. Voilà. Un peu. Quelques tranches de betterave, ça suffit largement. Voilà.
Ça suffit largement. On assaisonne et on mixe. Vous allez me dire que je ne vais pas utiliser d'huile. Effectivement, on a la possibilité d'utiliser l'huile, soit sur l'assiette, en comptant une cuillère à soupe par personne sur un plat, ou sur la sauce, en comptant le nombre de convives dont on va servir. Donc ici, je pense que c'est une sauce pour 2. Je mettrai 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans la sauce. Ça ne changera rien que vous le mettez avant ou après. Et je mixe. Voilà, nous avons réalisé avec la même base 4 préparations. N'est-ce pas très appétissant tout cela? La première au curry, la seconde à tomate, avec la peau des courgettes pour donner le côté phosphorescent, et ici de la betterave crue. Et pour cela, je vous dis bon appétit. Voilà, merci pour ce film et merci à Rosie. Et donc, je pense que nous sommes prêts avec Rosie pour continuer ta présentation. Rosie. Je suis prête, oui, je suis prête. Et je vous disais que les industriels, les industries alimentaires utilisent très souvent les graisses trans parce qu'elles ne coûtent pas cher, elles donnent de la consistance au produit et bien sûr, elles garantissent une bonne rentabilité de production. C'est pour cela que l'on retrouve dans très nombreux produits ces graisses trans. On les trouve dans les huiles de cuisine, dans les huiles de friture, dans les viennoiseries, et même tout ça, les viennoiseries, poisson, pain raisin, voilà, les barres chocolatées, les pizzas industrielles, les margarines solides, bref, on les retrouve partout. Mon conseil pour vous aider à réduire votre consommation de graisses trans, il suffira de réduire déjà sa consommation de produits industriels. Et si cela n'est pas possible, il va falloir lire les étiquettes et chercher les mots sans acides gras trans ou bien éviter les mentions hydrogénées, particulièrement hydrogénées. Je vais reprendre. Lorsque vous lisez vos étiquettes, vous allez chercher qu'il n'y ait pas le mot hydrogéné, ou bien qui disent que graisse hydrogénée, il ne faut pas choisir ces aliments-là, ou graisse partiellement hydrogénée, il ne faut pas les prendre. Et si vous retrouvez les termes sans acides gras trans, vous pouvez choisir cet aliment-là. Deuxième conseil, c'est de réduire les cuissons de graisse à haute température. Lorsque vous faites des poêlés, lorsque vous faites des barbecues, des fritures, vous augmentez la température de vos graisses et ça va les transformer en graisses trans. Si vous êtes omnivore, pensez à consommer la viande animale maigre, c'est-à-dire une viande qui ne présente pas beaucoup de graisse. Ou bien, s'il y en a, bien dégraisser cette viande et enlever les graisses visibles que vous voyez sur la viande et suivre la recommandation du plan Nutrition Santé 4 qui commande de ne pas consommer plus de 2 portions de viande rouge par semaine. Et je rappelle qu'une portion de viande rouge, mesure entre 100 à 120 grammes et qu'il ne faut pas dépasser 150 grammes de viande, même si on est gros mangeur. Un dernier conseil est de réduire sa consommation de produits laitiers. Les nouvelles recommandations du plan national de nutrition santé est de ne pas dépasser 2 produits laitiers par jour. Parlons et intéressons-nous maintenant des graisses saturées. Les graisses saturées, on les retrouve dans le beurre.
dans l'huile de coco, de palme, de viande, de poisson et dans les oléagineux, un peu dans la plupart des aliments qui sont grasses. Au début, je vous disais que ces graisses saturées ont une mauvaise réputation. Et selon la théorie lipidique, elles sont responsables de maladies cardiovasculaires en bouchant nos artères. Or, aujourd'hui, la science avance et elle nous révèle que les graisses saturées ne se comportent pas toutes de la même façon. Et cela dépend de la taille de leur chaîne. Certaines ont une chaîne longue et d'autres ont une chaîne courte, d'autres ont des chaînes moyennes. Et dans la plupart des graisses, on trouve plutôt des chaînes moyennes ou des chaînes longues. On sait maintenant que les graisses saturées à chaîne moyenne sont mieux métabolisées que les graisses à chaîne longue. Prenons par exemple l'huile d'olive, l'huile de la noix de coco. Elle contient en majorité une graisse saturée à chaîne moyenne, qui donc est bien métabolisée et de plus, on lui reconnaît ses propriétés thérapeutiques sur l'épilepsie, le cancer, la maladie d'Alzheimer et sur la régulation de la pression artérielle. Prenons par exemple aussi l'huile de palme. Les graisses saturées à chaîne longue sont en majorité dans l'huile de palme. Toutefois, à ce jour, aucune étude ne démontre clairement que l'huile de palme naturelle est mauvaise pour la santé. Mais, malheureusement, elle nous parvient sous la forme hydrogénée après traitement à haute température. Et dans ce cas, il faut adopter un principe de précaution, donc éviter les aliments riches en huile de palme. Pour les viandes, les acides gras sont pour la majorité à chaîne longue. Il faut les réduire en adoptant les mêmes principes que pour les graisses trans. Abordons la catégorie des graisses polyinsaturées. Ce sont les graisses polyinsaturées que l'on appelle oméga 3 et oméga 6. On retrouve l'oméga 6 et oméga 3 dans des proportions différentes selon les aliments comme les huiles, les graisses animales ou les céréales. Dans l'organisme, il y a une compétition entre les acides gras, les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, qui ont un effet coagulant, et les oméga qui font le contraire. Sachant qu'avant l'agriculture, l'alimentation humaine apportait autant d'oméga 6 que d'oméga 3. Et avec l'arrivée de l'agriculture, on a favorisé l'émergence de céréales. Ces aliments sont très riches en oméga 6. Cela produit un déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Et ce déséquilibre a augmenté avec les années 60 où on a commencé à généraliser l'huile de tournesol qui est très riche en oméga 6 d'une part, et on a aussi observé une diminution dans la consommation de poissons qui est un aliment qui est riche en oméga 3. Le résultat, la balance est aujourd'hui 15 fois plus riche pour les oméga 6. Les scientifiques estiment que le rapport aurait dû être de 2 fois plus seulement pour les oméga 6. On en parle maintenant là parce que
c'est la surconsommation des oméga-6 par rapport à l'oméga-3 qui a entraîné une augmentation des maladies cardiovasculaires et des maladies anti-inflammatoires. La solution proposée, ce n'est pas de supprimer les oméga-6, mais de rééquilibrer la balance à 2 fois seulement par rapport aux oméga-3. Lors de notre prochaine séance, vous aurez toutes les indications pour bien choisir vos graisses et bien les utiliser pour vous alimenter. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui est de mettre de côté l'huile de tournesol, de réduire le plus possible les huiles de pépins de raisin, qui ces 2 huiles sont très riches en oméga-6. Je propose aussi d'utiliser de préférence l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin et l'huile de cameline, tout en évitant le rancissement de vos huiles en les protégeant de la lumière, en les protégeant de l'oxygène, en les protégeant de la température et du temps. Si vous êtes omnivore, privilégiez les élevages biologiques ou naturels, puisque l'on va donner aux aliments de l'herbe riches en oméga-3 et non des céréales qui, eux, sont riches en oméga-6. Et enfin, c'est le plus important, il faut réduire le plus possible vos graisses trans en limitant les produits industriels et les cuissons à haute température. Parlons du cholestérol. C'est le dernier groupe que nous allons parler. Comme les graisses saturées, le cholestérol n'est pas notre ennemi, bien au contraire. Il constitue lui aussi la membrane de nos cellules parce qu'il permet de produire des hormones, des stéroïdes comme la testostérone, la progestérone, les ostradioles, et il va constituer la base de la vitamine D, il est un précurseur de la vitamine D. Il permet aussi la constitution de la bile pour nous assurer une bonne digestion des lipides. Il est recommandé de ne pas consommer plus de 300 mg de cholestérol par jour, ce qui représente, c'est le cholestérol qui est contenu dans un jaune d'œuf, mais il y a d'autres études qui montrent que jusqu'à 3 œufs par jour, le taux de cholestérol peut augmenter dans certains cas, mais n'a pas d'effet néfaste sur la santé. Ceci prouve que la quantité de cholestérol dans le corps dépend de d'autres facteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3/4 du cholestérol sont fabriqués par l'intermédiaire du foie et du cerveau, ce qui signifie que si vous consommez beaucoup de cholestérol, le foie peut en produire moins. Et si vous consommez beaucoup de cholestérol, le foie va en produire moins. Et si vous consommez peu de cholestérol, le foie va augmenter sa production. Attention, il ne faut pas confondre le cholestérol alimentaire que nous consommons et celui qui est sanguin, qui est produit par le foie. On a souvent entendu parler de bon cholestérol et de mauvais cholestérol. En fait, il n'existe que 2 molécules de cholestérol, mais il n'existe pas 2 molécules de cholestérol, mais une seule et même molécule. La seule différence vient du fait qu'on fait une différenciation entre les transporteurs de cholestérol. Parce que le LDL, tel qu'on le connaît déjà, et le HDL sont 2 transporteurs de graisse, de cholestérol et de vitamines. Le LDL est dit bon parce qu'il va ramener le cholestérol
des artères vers le foie. C'est la voiture verte. Donc, on pense qu'il nettoie les artères et cela selon la théorie lipidique. Et le cholestérol LDL est dit mauvais parce qu'il ramène le cholestérol du foie vers les organes. Le problème vient du fait que les transporteurs LDL vont s'oxyder et libérer des débris et créer des réactions anti-inflammatoires au niveau des artères. Par la suite, les débris vont se loger dans une petite partie de la plaque d'athérome. On a pensé au début du XXe siècle que le cholestérol bouchait les artères et selon les chercheurs actuels, ils affirment que le cholestérol est plus, la présence du cholestérol d'organisme est plus une conséquence qu'une cause des maladies cardiovasculaires. Donc, d'où la question, quelles sont les vraies causes de la maladie cardiovasculaire? D'une part, les causes sont multiples. Les causes sont en lien avec le mode de vie. On peut citer la consommation de tabac, d'alcool et de l'inactivité. Et les causes sont aussi en lien avec le comportement alimentaire. On retient la surconsommation des graisses trans, précédemment citées, et la surconsommation d'oméga 6 et parallèlement au déficit d'oméga 3. Ceux-ci vont venir créer une plaque d'athérome qui, au cours de sa progression, va rétrécir le diamètre des artères et en fonction de cela, va former un caillot, puis un amas plaquettaire qui terminera de boucher les artères, ce qui conduira à l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire la crise cardiaque. Encore une précision qui est très importante, c'est la formation du caillot fait intervenir l'insuline, l'hormone hypoglycémiante, qui va solidifier le caillot en produisant du fibrinogène et va donner, c'est ce qui va donner la dangerosité du caillot parce qu'on aura un caillot dur. Et c'est la raison pour laquelle il faut éviter de consommer des produits sucrés. Il est possible de prévenir l'infarctus grâce à deux piliers, bien sûr, l'alimentation et l'activité physique. Pour l'alimentation, on sait que les polyphénols et les oméga 3 vont stabiliser les plaques d'athérome et réduire leur dangerosité. Et au niveau des aliments bénéfiques, on peut retrouver l'ail et les oignons qui possèdent des substances anti-agrégantes, antiplaquettaires, et leur utilisation sont recommandées dans la prévention des maladies, des maladies cardiovasculaires et des infarctus, et de l'infarctus. Enfin, un des meilleurs moyens de prévention reste l'activité physique, car l'activité physique avec avis médical, parce qu'il permet d'améliorer et d'entretenir l'état des parois internes des artères. Je vais terminer en vous demandant de trouver la bonne réponse à ces questions clés pour m'assurer que vous avez bien retenu ce qui est le plus important. Alors, la première petite question, c'est pour augmenter sa consommation en oméga 3, laquelle de ces graines ne pas choisir? Les graines de chanvre, les graines de tournesol ou les graines de sésame? Donc, il faudra cliquer sur les graines de tournesol parce qu'on a dit qu'ils sont riches en oméga 6. Deuxième petite question, lequel de ces aliments n'est pas une excellente source d'oméga 3? Le saumon, la viande rouge et la dorade. Donc, il va falloir répondre la viande rouge parce qu'on a dit que les viandes rouges sont riches en acides gras saturés. La question suivante, les graisses dites mauvaises sont les acides gras insaturés, les acides gras saturés ou les acides gras essentiels. La bonne réponse
ce sont les acides gras saturés. Les acides gras trans sont principalement contenus dans les produits industriels, les œufs et les fromages ou les poissons. Donc, les acides gras trans sont contenus dans les produits industriels. D'accord. Pour assaisonner ces salades, il vaut mieux choisir de l'huile de paraffine, de l'huile de colza ou de l'huile de palme. Donc, j'ai bien dit, il vaut mieux choisir de l'huile de colza. Par curiosité, rappelons que le beurre apporte des graisses saturées et qui représentent 27, 47 ou 67%. Donc, les graisses saturées dans le beurre représentent 67% de graisse. Et enfin, une dernière, lequel de ces aliments contient des mauvaises graisses? Donnez leur nom. Les agrumes, non, il n'y en a pas dans les fruits. Les algues comestibles, plutôt des oméga 3, parfois, souvent. Et les viennoiseries, là, nous avons vraiment des graisses qui sont des mauvaises graisses. Ce sont les qu'on appelle les trans. C'est la viennoiserie qui contient des graisses trans. Donc, c'était la dernière question. Dans la prochaine étape, vous recevrez des informations au sujet des catégories de graisses, celles qui sont dites bonnes. Merci Rosie pour cet exposé bien sur le plan académique, mais certaines personnes trouvent dans les questions, est-ce que tu peux revenir sur une simplification sur le cholestérol HDL et sur le cholestérol LDL? Et il trouve que la manière dont tu l'as expliqué est un peu compliquée. Est-ce que tu peux présenter ça de manière plus simple? Je pensais l'avoir fait de manière très simple parce que le cholestérol, je ne sais pas si on en avait déjà parlé avant, le cholestérol, c'est un type de graisse bien particulier. Il a une couleur jaune. C'est ça qui donne le côté jaune aux graisses, en fait. La plupart des graisses n'ont pas cette couleur-là. Elle est plutôt dure, mais en fait, on a beaucoup accusé de plein de torts. En fait, je disais que le cholestérol vient des aliments que nous mangeons. Il y en a dans la plupart des aliments d'origine animale, il y en a toujours un peu de cholestérol. Le corps en a besoin parce que nous sommes construits de cholestérol qui ont des rôles très importants dans notre corps. Mais aussi, le foie est en mesure de compléter la quantité parce que lorsque l'alimentation emmène qu'un tiers du cholestérol dont on a besoin, le corps est capable de fabriquer le complément pour sa construction, son fonctionnement, on a expliqué. Donc, en fait, il y a un circuit dans l'organisme. Le cholestérol va tourner entre les artères, le sang et le foie. Et l'alimentation va apporter une partie, mais c'est ce circuit-là qui est plus important. Donc, le corps ayant besoin de ce cholestérol pour se former, il faut l'apporter. Mais étant donné que c'est un aliment qui est graisseux, il va falloir aider son transfert, son transport, parce que ça ne se dissout pas dans l'eau, dans le sang. Donc, il lui faut quelque chose qui va le rendre comme une micelle, qui va faire comme du savon, le rendre soluble pour le transporter. Donc, il y a des transports. Les transporteurs, c'est les LDL ou les HDL. Donc, ils vont véhiculer le cholestérol en fonction du besoin, soit vers le foie qui va le transformer lorsqu'on a besoin ailleurs pour le stocker, ou soit vers les artères pour que les autres cellules puissent le transporter là où on a besoin. Et le problème, la maladie, disons,
il y a une surcharge de cholestérol, la plupart du temps, quand il y a un problème métabolique inflammatoire, l'alimentation, exceptionnellement, quelqu'un qui va manger beaucoup trop de viande saturée, d'œufs, peut augmenter son taux de cholestérol de l'organisme, mais la plupart du temps, la présence d'une hypercholestérolémie dans le corps, c'est dû à un métabolisme qui fonctionne mal. Qui va favoriser l'inflammation. Il va favoriser l'inflammation parce qu'il va se déposer dans les artères, mais regardez bien, dans la plaque d'athérome, le cholestérol ne représente que 10% de cette plaque. Au fur et à mesure, la plaque et l'inflammation vont se compliquer en devenant plus gros, plus importantes, et c'est le sang qui circule qui va s'agréger et qui va devenir une forme de caillot ou des plaques qui vont boucher les artères. On voit apparaître de la graisse, mais il n'y a pas que du cholestérol. Il y a aussi des triglycérides, il y a aussi du glycérol. Donc, il va avoir un dépôt de graisse important dans les artères. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le cholestérol n'est pas aussi mauvais qu'on l'a dit au départ, mais lorsque le corps fonctionne bien, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de transporteurs de cholestérol du foie vers les artères que le cholestérol des artères vers le foie. Et lorsque l'alimentation est déséquilibrée, on favorise la formation des transporteurs LDL au détriment des transporteurs HDL. Et c'est ce déséquilibre-là qui va favoriser les dépôts de cholestérol plutôt dans les artères que de faire revenir le cholestérol dans le foie. Mais il faut du cholestérol dans l'organisme et dans un circuit normal, il n'y a pas de dépôt. Le cholestérol est naturellement transporté, utilisé. D'accord, merci. Je pense que tu as apporté quelques explications supplémentaires. Alors, nous avons d'autres questions. Pendant combien de jours pouvons-nous conserver les préparations que tu nous as montrées ce soir? Je rebondis sur l'idée de conservation. Oui. La conservation, ça veut dire qu'on va laisser plus de temps aux aliments. À un moment donné, j'ai parlé on va éviter d'oxygéner ou de refaire rancir nos huiles par la lumière, par le temps, j'ai mis quatre facteurs. L'oxygène. L'oxygénation, l'oxygène, c'est-à-dire l'oxygène, il va falloir penser à couvrir nos huiles pour qu'il n'y ait pas de réaction avec l'oxygène de l'air. Pensez aussi à les mettre dans le noir, acheter des bouteilles foncées, parce que la pénétration de la lumière oxyde ces aliments. Le contact avec aussi les récipients plastiques vont créer ces oxydations. Donc, et le temps qu'on va laisser à ces huiles ou à ces sauces vont favoriser, lorsqu'on va penser manger un aliment qui est actif, on va consommer des huiles inactives qui sont déjà inactivées. Donc aujourd'hui, nous voulons, comme les industriels, conserver longtemps nos aliments. Mais naturellement, les aliments ne doivent pas être conservés parce que les éléments actifs, les acides gras polyinsaturés, les vitamines, cela s'abîme avec le temps. Donc, nous devons plutôt chercher à cuisiner maison, donc plutôt chercher à manger rapidement ce que nous produisons et éviter de laisser au-delà de 2 jours, 3 jours, ou bien congeler, surgeler nos aliments. Nous devons vraiment nous organiser à manger des aliments frais et voire très frais. Merci. Alors, si tu peux répondre de façon plus concise, on te demande par exemple quelle cuisson choisir, friture, grillade et quelqu'un d'autre a rajouté vapeur. Ça, c'est un problème, le mode de cuisson. C'est à vous, en fonction, disons, il faut éviter de faire
trop fréquemment des fritures, des grillades, des poêlés parce que nous utilisons de l'huile à haute température. Donc, c'est des aliments qu'il faut faire le moins souvent possible. Je reconnais que c'est très bon en bouche. On peut les réserver pour des périodes, des fêtes ou des éléments comme ça. Mais la plupart du temps, tous les jours, il faut éviter ces préparations parce que nous allons consommer des huiles qui sont abîmées par la chaleur. Donc, la vapeur est intéressante, mais aussi, il y a d'autres, la cuisson au four, la cuisson à l'eau. Quand on sait bien gérer la concentration de cette eau, quand vous allez mettre un coup bouillon dedans pour l'enrichir l'aliment plutôt que l'appauvrir, et puis éviter les hautes températures, baisser les températures, fermer, réserver un couvercle pour garder cette température, calculer, utiliser la fourchette. Une fois que la fourchette passe à travers, on arrête. Donc, on peut avoir des aliments et aussi ne pas ajouter de la graisse au moment où on cuit et de le mettre bien après. Mais il faut varier nos cuissons. Voilà. Peut-on consommer de l'huile de sésame? Première pression à froid. L'auditeur dit sésame cru. Que penses-tu de l'huile de sésame? La sésame, c'est une graine riche en graisse. Tant qu'on ne va pas le cuire, et sachant qu'ils sont assez riches en oméga 3, on peut les varier, les associer à d'autres. Vu le prix, on ne va pas utiliser que de l'huile de sésame. On va ajouter un peu d'huile de sésame dans notre huile d'olive pour gérer la qualité le prix, le coût de revient. C'est ça. L'huile de sésame a davantage d'oméga 3 ou d'oméga 6? L'huile de sésame a davantage d'oméga 3. 3. Mais il revient cher. Donc, on ne peut pas utiliser que de l'huile d'oméga 3. Donc, on va penser à associer nos huiles pour les enrichir. Pour la friture, quelle huile préconises-tu? Ma réponse serait éviter les fritures. et surtout, ne pas frire avec les huiles riches en oméga 6 et en oméga 3. Et frire avec des huiles en oméga 9 et voir des huiles saturées s'il faut vraiment. Il ne faut surtout pas cuire les huiles oméga 6 et oméga 3. Encore moins sans friture. Alors, Rosie nous pousse à ne pas user trop de friture. Mais apparemment, beaucoup de nos auditeurs sont accrochés à la friture et veulent savoir quelle est l'huile la moins mauvaise pour faire de la friture quand même. Mais je suis d'accord avec Rosie, le moins de friture possible. Est-ce que, Rosie, on a une question qui est un peu particulière où, en rapport avec les graisses et l'utilisation des graisses, si on utilise mal ces graisses, est-ce qu'il va y avoir dénutrition? Comment concevoir la notion de nutrition avec les graisses? Je vais essayer de répondre de manière très simple. Les graisses sont des nutriments énergétiques. Donc, c'est sûr que lorsqu'on va consommer des graisses en quantité, on va se suralimenter. Donc, pour se nourrir avec des bonnes graisses, avec les graisses, il faut la consommer en petite quantité. C'est-à-dire, pas plus, comme Viviane l'a dit, pas plus de 4 cuillères à soupe d'huile par jour. Les graisses s'accompagnent aussi de vitamines. De vitamines liposolubles, qu'on appelle les A, D, E, K. Et lorsque nous allons cuire ces huiles par la température, ces vitamines seront détruites parce que ce sont des actifs qui vont fonctionner en fonction de leur forme. Donc, on va les démonter par rapport à la cuisson. Donc, on va apporter une alimentation qui est pauvre en vitamines. Un autre élément encore par rapport aux graisses, c'est que le corps en a vraiment besoin et il faut en apporter. Il y en a qui veulent manger leurs légumes sans vinaigrette, sans graisse. C'est une erreur. Donc, il faut chercher à savoir la bonne quantité qu'il faut consommer, les bonnes graisses qu'il faut consommer et vraiment s'accrocher aux huiles qui sont crues. Lorsque l'huile est apportée, il favorise vraiment les dépôts. Les dépôts, c'est-à-dire que lorsque le corps ne peut pas l'utiliser,
on ne fait pas, on peut pas, ils vont pas passer dans les selles, ils vont pas passer dans les urines, ils vont pas passer par la transpiration pour les éliminer, ni par la peau. Ils vont rester à l'intérieur et s'accrocher dans le tissu adipeux, dans la peau, ou s'accrocher autour de nos organes, ou s'accrocher au-dessus de nos artères. Et c'est là que nous avons des inflammations et c'est là qu'apparaissent les maladies. Donc, il faut vraiment faire attention à l'utilisation, la quantité et à la qualité de nos graisses. D'accord. Tu as parlé à un moment d'oméga 9. Alors, certaines personnes disent que tu as parlé d'oméga 3, tu as parlé d'oméga 6. Alors, c'est quoi les oméga 9? Les oméga 9, c'est lorsqu'on parle des oméga monoinsaturés. J'en ai parlé. Comme l'huile d'olive. L'huile d'olive et l'huile de colza. Oui, non, l'huile d'olive et l'huile de... En fait, les aliments végétaux apportent plusieurs tranches de matière, de graisse. Et d'une manière ou d'une autre, il y en a un qui prédomine. Et lorsque l'oméga 9 prédomine, on va essayer de tournesol. Voilà. On va essayer de diminuer un petit peu cet apport. On va favoriser les huiles où les oméga 3 et les oméga 6 sont bien représentés. Il y avait des images qui présentaient bien des aliments où les oméga 9 étaient très importantes et d'autres là où les oméga 3 et les oméga 6 étaient plus importantes. C'est pour ça qu'on va favoriser les huiles qui apportent plus d'oméga 3, plus d'oméga 6. Mais il y en a un peu de tout dans la plupart des huiles. D'accord. Alors, merci. Si vous pourrez toujours poser vos questions au 8 mois vers le bien-être @gmail.com ou sur le téléphone au 06 90 400 942. Nous avons parlé plutôt des mots. Et y avait-il des mauvaises graisses? Rosie nous a aidé à répondre. Et dimanche prochain, nous allons parler davantage des bonnes graisses et nous allons le faire avec Esther Navrer dimanche prochain. Nous vous remercions pour votre attention. Ce soir, ça a été plus ardu. On va revenir là-dessus. Je vous invite vraiment à faire attention au choix des graisses. Et dans le cadre des 8 mois vers le bien-être, vous avez vu que l'exercice physique était important, mais le choix des graisses est important. Et nous voulons attirer votre attention, surtout nous, dans notre culture, dans notre gastronomie locale, nous ne faisons pas attention à ces graisses. Et en faisant attention à ces graisses, on peut éviter de nombreuses difficultés. Merci pour votre attention. Procurez-vous le livret pour ceux qui ne l'ont pas à la Maison Santé et Vie ou en écrivant à cette adresse et en nous envoyant un chèque aussi, et nous pourrons vous l'envoyer. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de faire de l'exercice physique 3 fois par semaine. C'est important de boire 1,5 litre d'eau par jour, de dormir 7 heures de sommeil et vous fixer des objectifs au fur et à mesure que nous allons avancer dans ces 8 mois vers le bien-être. Merci pour votre attention. Merci à Rosie particulièrement ce soir et à dimanche prochain. Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la FACSA Santé propose un programme de santé d'intérêt général, 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la FACSA Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe Santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter des pratiques de mode de vie sain. 8
8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le dise. Pour vous aider au cœur de la pandémie de Covid-19, la FACSA Santé propose un programme de santé d'intérêt général. 8 mois vers le bien-être. Un programme que vous pourrez suivre sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sur sa fréquence 93.3. Également sur le YouTube de la FACSA Santé et sur Zoom au 214 765 57 90. Passe Santé en minuscule. 8 mois vers le bien-être, un programme animé par les professionnels de santé. Profitez donc au maximum pour améliorer votre bien-être et expérimenter des pratiques de mode de vie sain. 8 mois vers le bien-être, un programme à suivre du 14 novembre 2021 au 26 juin 2022, chaque dimanche soir de 18h à 19h sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et sa fréquence 93.3, sur le YouTube de la FACSA et sur Zoom au 214 765 57 90. Le Pass Santé. 8 mois vers le bien-être, un programme conçu pour votre santé, qu'on se le